TikTok, c'est l'app de tous les records. Depuis son lancement en 2017, l'application connaît une croissance exponentielle. En à peine 6 ans, 150 millions d'utilisateurs européens et 1,7 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Mais alors, que se cache-t-il vraiment derrière toutes ces vidéos? Derrière ces danses, ces trends, ces challenges, ces TikTok parfois intéressants, souvent abrutissants? Pourquoi la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, le Canada ou même le Parlement européen? Bref, pourquoi les gouvernements occidentaux sont-ils en passe d'interdire TikTok? Et surtout, en ont-ils vraiment les moyens? TikTok est arrivé dans nos vies en un temps éclair et pour ça, l'application a eu un allié de taille, le Covid-19. Souvenez-vous, on est en mars 2020 et le monde entier se confine. En 2020, l'application sera tout simplement la plus téléchargée de l'année devant WhatsApp ou Facebook. On est en 2012 à Pékin. Le smartphone est en pleine explosion et un ingénieur informatique, un certain Zhang Yiming, a l'idée de lancer une entreprise qui crée des applications à la chaîne. Cette boîte, Zhang va l'appeler ByteDance. Et une des toutes premières apps créées par le studio d'application ByteDance, c'est un agrégateur d'articles nommé Toutiao, ce qui veut dire les titres du jour en mandarin. Avec Toutiao, Zhang Yiming va mettre au point un algorithme ultra performant et hyper addictif. Petit à petit, l'ingénieur se dit que cette technologie peut servir à autre chose qu'à informer. En 2016, c'est décidé, ByteDance se lance dans les apps de divertissement. Yiming crée alors deux plateformes quasi identiques, Douyin d'un côté et TikTok de l'autre. Douyin sera lancé en 2016, destiné uniquement aux Chinois. Quant à sa copie, TikTok, elle sortira en 2017 et sera disponible partout dans le monde, sauf en Chine. À leur lancement, le but de ces deux apps est le même, créer et partager des vidéos courtes de divertissement. Ceci dit, il y a déjà une app chinoise qui fait exactement la même chose et cette app, c'est Musical.ly. C'était une app de vidéos très courte, en général du lip sync, c'est-à-dire que tu essayais de reproduire le mouvement avec ta bouche de l'audio que tu avais placé sur ta vidéo. Quand on se replonge là-dedans, c'était assez cringe. Mais à l'époque, en tout cas, c'était la mode. Mais Zhang Yiming, le fondateur de ByteDance, lui, ne se démonte pas. Alors, pour se débarrasser de la concurrence et surtout pour s'imposer sur le marché occidental des plateformes, ByteDance rachète et absorbe Musical.ly, qui fusionne donc avec TikTok. En 2018, des millions de jeunes users deviennent, du jour au lendemain, des TikTokers. Et ce rachat, vous allez voir, il va changer pas mal de choses pour TikTok. Je vous en parlais, l'app va continuer de grandir, et pas qu'un peu, jusqu'à se retrouver d'un coup scruté par tous les gouvernements du monde. Aujourd'hui, début 2024, les gouvernements américains, canadiens ou encore le Parlement européen ont interdit à leurs collaborateurs de télécharger TikTok. Est-il vrai que le réseau social pourrait transmettre nos infos au gouvernement chinois? I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us, we have not provided. Could they use TikTok to control data on millions of users? Yes. TikTok est soupçonné de transférer les données qu'elle collecte au gouvernement chinois. Bon, si on est vraiment droit dans nos bottes de minutes, des données, de la data, toutes les apps en collectent. Date de naissance, adresse mail, localisation, historique de recherche, qu'on soit sur Instagram, Snapchat, WhatsApp ou TikTok, on livre gratuitement, plus ou moins consciemment, énormément de données de notre vie privée à des géants du numérique. Que ces GAFAM soient américains ou chinois, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est impossible d'y échapper. Mais contrairement à ses cousines américaines, TikTok est accusé par une partie de la communauté internationale d'entretenir un lien étroit avec le régime chinois. Un régime autoritaire connu pour ses abus des droits humains, ses pratiques de censure et son cyberespionnage. Alors voici ce que répond Xu Zhishu, le CEO de TikTok, quand on lui pose la question. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. 60% of the company is owned by global institutional investors. 20% is owned by the founder and 20% owned by employees around the world. 60% de l'entreprise ByteDance, donc la maison mère de TikTok, appartiendrait donc à des investisseurs institutionnels majoritairement américains, 20% aux fondateurs et 20 autres % à des employés. Déjà, il faut savoir que ByteDance, l'entreprise mère de TikTok, est ce qu'on appelle une VIE, une Variable Interest Entity, une entité à détenteur de droits variables. Bon, un peu chiant et compliqué, mais en gros, c'est une entreprise où les droits de vote au conseil d'administration ne correspondent pas au capital détenu. En gros, les fondateurs de ByteDance peuvent contrôler la société même s'ils détiennent un capital minoritaire. Autrement dit, avec seulement 20% de l'entreprise, ils font un peu leur loi. Et ça, c'est loin d'être anecdotique quand on sait qu'en Chine, le gouvernement peut exercer des pressions sur des patrons de boîte ou des employés haut placés. Il y a d'ailleurs carrément une loi qui est passée dans le pays en 2017, la loi sur le renseignement national qui oblige tout citoyen ou entreprise à collaborer avec les services de renseignement du Parti communiste chinois si ça leur est demandé. Et pendant que le CEO de TikTok, Xu Zhishu, se défend de la transparence de son entreprise, je me dois quand même de rappeler que sa maison mère, ByteDance, elle, est immatriculée aux îles Caïmans. Un super paradis fiscal qui, au-delà de ses avantages financiers, permet aussi d'entretenir une véritable opacité sur les comptes de l'entreprise et son fonctionnement de manière générale.
Par ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette histoire assez dingue, celle de la journaliste du Financial Times, Christina Criddle. En 2022, la journaliste réalise une enquête sur les conditions de travail toxiques au sein du bureau londonien de TikTok. Et quelques mois après la fin de son investigation, Criddle reçoit un étrange appel. Une attachée de presse de TikTok, avec qui elle avait déjà échangé pour les besoins de son enquête, lui recommande la lecture d'un article du New York Times qui vient d'être publié. L'article révèle que plusieurs employés de TikTok en Chine et aux États-Unis ont tenté d'espionner des journalistes via leur compte TikTok pour savoir qui, parmi les employés, a balancé sur les conditions de travail du bureau TikTok de Londres. Et parmi les journalistes espionnés, on trouve son nom, Christina Criddle. Comme elle n'avait pas personnellement de compte TikTok, les employés chinois et américains de la plateforme sont passés par le compte de son chat, Buffy. Et malgré ces tentatives, ces employés de TikTok n'ont pas réussi à identifier les taupes londoniennes qui s'étaient confiées à la journaliste, mais vous vous en doutez, l'affaire a fait scandale dans la presse. Ce à quoi ByteDance a répondu « Nous avons fermement condamné les actions des personnes impliquées, et elles ne travaillent plus chez ByteDance. Notre enquête interne est toujours en cours et nous coopérons avec toute enquête officielle qui nous sera soumise. » L'une des forces principales de TikTok, c'est son algorithme de recommandation. C'est simple, il est central dans l'expérience utilisateur. Chaque seconde de scroll supplémentaire sur l'application nous dévoile un peu plus auprès de l'entreprise. We don't actually ask you 20 questions on whether you like a piece of content, what are your interests. We don't do that. We build that experience organically into the app experience. So you are voting with your thumbs, by watching a video, by swiping it, by liking it, by sharing it, you are basically exhibiting interest signals. Le contenu vient directement à nous. Dans l'onglet For You, pour toi, en français, au gré de notre utilisation, on a accès à un contenu de plus en plus personnalisé. Et tout ça nous pousse à passer de plus en plus de temps sur l'application. En 2022, une étude de Custodio, une app de contrôle parental, nous apprend que les moins de 18 ans passent en moyenne 1h47 par jour sur TikTok. C'est simple, c'est 2 fois plus qu'Instagram et YouTube. En fait, pour les gouvernements, plus qu'un simple enjeu de souveraineté numérique, TikTok devient aussi un enjeu de santé publique. TikTok dit que cette application n'est pas destinée aux enfants de moins de 13 ans. Aujourd'hui, 45% des 11-12 ans sont inscrits sur TikTok. Face à ces chiffres, le Sénat français a lancé début 2023 une commission d'enquête chargée d'étudier le fonctionnement et la stratégie d'influence de l'app. J'ai ce rapport de la commission d'enquête sous les yeux et il montre en effet qu'il y a une opacité inquiétante de la part de ByteDance, notamment sur son algorithme. En septembre 2022, NewsGuard, une start-up américaine qui lutte contre la désinformation, a dévoilé dans un rapport que 20% des vidéos d'actualité visibles sur TikTok sont soit fausses, soit trompeuses, soit complotistes. 20%. Exemple de notre triste actualité. L'invasion russe en Ukraine en février 2022. Des images de Volodymyr Zelensky ont été publiées sur TikTok. On voit le président ukrainien en tenue militaire avec un gilet pare-balles et un casque, comme s'il s'était rendu sur le front pour défendre son pays et combattre la Russie. Sauf qu'en réalité, ces photos datent de février 2021, donc 1 an avant le début de l'offensive russe. Alors depuis, les gouvernements occidentaux intensifient la pression pour plus de régulation, mais il semble y avoir encore tellement de boulot que la suspension, voire carrément l'interdiction de TikTok, semble de plus en plus être un scénario envisageable. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, autant de géants numériques américains remis en cause par la percée éclair de l'application chinoise. En 2020, sous prétexte de protéger les intérêts américains, le président républicain Donald Trump menaçait d'interdire TikTok et voulait carrément forcer ByteDance à revendre l'application à une entreprise américaine. La justice américaine s'était opposée à ces décisions, mais depuis, même l'actuel président démocrate Joe Biden considère l'application TikTok comme problématique. En février 2024, un règlement sur les services numériques, le DSA, Digital Services Act, va entrer en vigueur dans l'Union européenne. De son côté, TikTok met aussi des choses en place. À l'été 2022, l'entreprise chinoise a lancé le projet Texas, un projet qui vise à stocker les données d'utilisateurs américains sur le cloud de l'entreprise américaine Oracle. Et ce, pour être certain que ces données ne soient pas transférées vers la Chine. Oracle devrait également avoir accès à une partie du code source de l'application et à ses techniques de modération. Bon, mais pour l'instant, les négociations avec les autorités américaines sont toujours en cours, donc rien n'est encore fait. Mais la régulation se met doucement en place. Et c'est pas tout. En mars 2023, pour essayer de calmer les Européens, TikTok propose le projet Clover, trèfle en anglais, pour que les données des utilisateurs européens soient hébergées dans les 3 centres en Europe, dont 2 en Irlande. D'où le trèfle. Mais alors, est-ce que ces tentatives sont convaincantes? Eh bien, la commission d'enquête du Sénat, dont je vous parlais un peu tout à l'heure, s'est penchée dessus. Et on peut pas dire qu'elle soit conquise par les projets du géant chinois. La commission d'enquête indique que le projet Clover n'est pas de nature à rassurer les membres de la commission. D'abord, parce qu'elle estime que c'est pas parce que les données sont stockées en Europe que les Chinois ne pourront pas y avoir accès. Et ensuite, parce qu'elle dénonce un manque de précision sur le déroulé concret du calendrier pour mettre en place le projet Clover. Dans ce rapport, les sénateurs ont réfléchi à d'autres mesures que TikTok pourrait mettre en place
place pour lutter contre la désinformation. Il recommande, entre autres, de labelliser les contenus issus de médias d'État ou ceux modifiés par l'intelligence artificielle. Et si jamais ces requêtes ne sont pas entendues par ByteDance, l'entreprise mère de TikTok, les sénateurs français recommandent de suspendre l'application. Nous proposons de suspendre l'application, non pas de l'interdire ou de la fermer définitivement, mais une suspension jusqu'à ce qu'on se mette en conformité. C'est donc pas du tout impossible que TikTok soit un jour interdit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Si l'entreprise et ses représentants ne se montrent pas un peu plus coopératifs, il y a un monde où l'app pourrait être suspendue jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue avec les différents gouvernements occidentaux. Là où beaucoup de jeunes voient une app sympa, de divertissement, TikTok, c'est un véritable objet diplomatique en soi. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer le déclic ? Plein de choses, mais notamment un truc, les élections à venir. Il y a les européennes mi-2024 et les élections américaines pour la présidentielle fin 2024. On imagine des gouvernements protectionnistes bien plus sévères avec l'app que des gouvernements libéraux. Ceci dit, même Emmanuel Macron ou Joe Biden, pas connus pour être les moins libéraux du monde, semblent eux aussi de plus en plus concernés par l'opacité du fonctionnement de TikTok. Aussi, et je veux encore une fois le rappeler, sur l'utilisation des données, les fake news et l'addiction aux applications, ces sujets ne sont pas du tout exclusifs à TikTok, mais à tous les réseaux sociaux, qu'ils soient chinois ou américains. Certains font un job de modération important, d'autres embrassent une vision où chaque parole, éclairée ou non, complotiste ou pas, média officiel ou autodéclaré, mériterait d'être entendue et crue. C'est le cas de Twitter depuis l'ère Elon Musk. Chaque plateforme a son lot de problèmes, mais TikTok fait quand même partie des plus problématiques. Et finalement, cette question, elle pose une question plus large, celle de la souveraineté numérique qui, je crois, devrait tous nous poser question, qu'on soit français, belge, ivoirien, québécois,